Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue encore aujourd'hui nos podcasts post-mortem et on arrive à la fin du premier tour. Oui, ça nous a pris beaucoup de temps, mais on avance tranquillement et ce temps, je me faisais la réflexion avec un de nos intervenants aujourd'hui, bien c'est un temps nécessaire parce que ce post-mortem en particulier, celui des Bucks, s'il avait été enregistré quelques heures après la sortie de l'équipe, je pense qu'il y aurait certaines choses qui auraient peut-être dérapé. Peut-être surtout de mon côté, vis-à-vis de la sortie de cette équipe. Mais là, on a pris le temps. Cette réflexion, je l'ai faite avec Amine. Comment ça va, Amine? Est-ce que c'est un post-mortem que t'attendais, celui-ci? Oui, comment ne pas l'attendre, ce post-mortem des Bucks. Disons que ça ravive en moi un peu de bonheur que je suis pas le seul supporter d'équipe à avoir encore une belle déception. Et puis avec nous, c'est son deuxième post-mortem. Pour l'instant, il a que du 4 étoiles. Hein, il a eu les Clippers. Clippers où il a été, je dois l'avouer, constant. Où il a été vraiment Consignant. classe. Bon seigneur. Comment ça va, Constant? Ça va très bien, oui, effectivement. Là, pour le coup, j'aurais pu encore plus déraper pour les Clippers et je me suis dit, la situation est déjà suffisamment triste pour les fans des Clippers que je ne vais pas en rajouter une couche supplémentaire. Le contexte se suffit à lui-même, le factuel se suffit à lui-même. Mais là, on va parler aussi d'une équipe, oui, en termes de déception, c'est même encore pire que les Sixers d'Amine. Pour faire pire que les Sixers durant cette post-season, il faut quand même se lever tôt. Donc, voilà, on est là pour parler de Dain. Et effectivement, là, on est sur du post-mortem. On salue les quelques fans des Bucks. Il risque d'être un peu compliqué, celui-ci. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, encore une fois. Encore une fois, je le répète, mais c'est un constat. La team Spotify nous met beaucoup plus d'étoiles que la team Apple Podcast. Alors, est-ce qu'il faut croire que les joyeux propriétaires d'iPhone n'aiment pas mettre des 5 étoiles? Je ne sais pas, mais on vous invite à nous mettre 5 étoiles et aussi à nous suivre sur YouTube. Vous êtes de plus en plus, donc merci. N'oubliez pas Twitter où on poste bien évidemment tous nos post-mortem parce qu'on arrive déjà à la moitié. On a dépassé la moitié officiellement parce que bien évidemment, on enregistre tous les post-mortem dans l'ordre de sortie des épisodes, bien évidemment. Donc, on va continuer et on va parler aujourd'hui des Milwaukee Bucks. Milwaukee cette saison, c'était 58 victoires pour 24 défaites, selon Cleaning de Glace, 13e attaque, 4e défense, mais une sortie au premier tour, 4 victoires pour le Heat, une victoire pour les Bucks. Alors d'habitude, on se demande si la saison est réussie. Je pense que là, il n'y a pas besoin de se poser vraiment la question. Constant, est-ce que c'est le plus... Dans des playoffs paranormaux, hein, on l'a déjà dit, hein, est-ce que c'est le plus gros échec de ces playoffs? Oui, pour moi, il n'y a pas de débat. Tu as une équipe qui est meilleur bilan de la NBA, qui a Giannis Antetokounmpo dans son effectif, qui se ramène en playoff avec un effectif relativement en bonne santé. Même s'il y a la blessure de Giannis à partir du game 1 qui, pour moi, c'est le premier pied dans le paranormal. C'est ce qui fait basculer la série dans le paranormal. Ou en tout cas, c'est déjà un premier clou dans le cercueil aussi des Bucks cette saison. Évidemment, c'est la plus grosse déception. Quand tu es une équipe où l'an dernier, ils se font sortir en 7 contre Boston, avec un Giannis énorme. On se dit, ils vont récupérer Chris Middleton. Enfin, on en a parlé tout au long de la saison. Moi, ce que j'attendais, c'était la revanche entre Boston et Milwaukee, peut-être en finale de conférence Est. Et finalement, Milwaukee a gagné un match sur ces playoffs 2023. Donc évidemment, c'est une grosse déception quand tu as une équipe qui, selon les bookmakers, était favorite pour remporter le titre NBA. Quand tu sors au premier tour et que tu ne gagnes qu'un seul match, c'est une déception. Il n'y a pas d'équipe qui déçoive autant par les résultats. Après, par la manière, vis-à-vis de comment ça se termine, il y a une franchise dans le Massachusetts qui est quand même en train de venir toquer à la porte en disant la manière pour sortir est quand même bien dégueu, mais au moins c'est une équipe qui allait en finale de conf. Milwaukee, ils ont gagné un match. Effectivement, les Bucks sortis donc au premier tour, une tête de série numéro 1 qui perd contre une tête de série numéro 8. Ça n'était arrivé avant cette fois-ci que 4 fois, donc on est vraiment dans le domaine de l'historique. Amine, je te laisse enchaîner, même constat, donc on est sur un échec. Pas seulement un échec, mais un échec historique. Ouais, échec historique. Après, bon, le seul petit truc, c'est que le Heat est un faux tête de série numéro 8 quand même, parce qu'ils ont terminé septième de la régulière. C'est juste ils se sont foirés sur le play-in.
Mais néanmoins, c'est peu importe la manière dont ça s'est passé, parce qu'effectivement, le Heat a shooté de manière totalement indécente et incandescente. Ça n'a aucun sens que ce qui s'est passé dans cette série. Néanmoins, peu importe en fait, quand tu es les Bucks, quand tu es premier, quand tu as Giannis Antetokounmpo, quand tu as fait une régulière d'ailleurs extrêmement sérieuse qui faisait en sorte que justement on les voyait candidats très très sérieux au titre, avec notamment limite trois candidats au Deepoy quand on considère Brook Lopez, Giannis et Jrue Holiday. Écoutez, c'est quand même terrible de se retrouver à perdre 4-1 au premier tour. Ça a mis en perspective les limites de Budenholzer qu'on voit depuis très longtemps en fait, même avec son titre. C'est un très bon coach, notamment pour l'organisation défensive, l'organisation offensive, mais en termes d'ajustement et surtout une forme de conservatisme terrible. C'est-à-dire que Mike Budenholzer ne fait jamais autre chose que du Mike Budenholzer dans le texte, et c'est parfois terrible. On peut enchaîner alors. Vas-y, Constant. Oui. De tête, puisque tu as dit que c'était arrivé que 4 fois qu'un seed 1 se fasse sortir, c'est 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a 94, 99, 2007, 2011, 2012. Alors, il faudra vérifier, mais j'avais vérifié avant le podcast. Donc, il y a peut-être c'est peut-être sur le format des playoffs sur lequel on n'est pas d'accord. En mais 7, c'est la 94, c'est en 5. Ouais. 94, c'est en 5. C'est les Nuggets 3-2. Ouais, Nuggets Sonics. Exactement. Voilà, et sinon, Bud, effectivement, sans trop s'avancer, parce qu'on va arriver sur le cas Budenholzer, mais ça, c'était une remarque que j'avais fait. Game 5, Giannis joue 43 minutes en comptant la prolongation, les 5 minutes de l'overtime. Quand tu es dans un match décisif et que tu as ta superstar qui joue 38 minutes, c'est pas possible en fait. Même si tu prévois en disant peut-être on va remonter, Bud est resté dans son plan A. Alors après, il y a des circonstances atténuantes pour lui, mais il a fait du Bud comme il a toujours fait du Bud depuis plusieurs années. Après, à savoir si Giannis était vraiment à 100% en revenant de sa blessure, etc. Moi, ouvrons le dossier Budenholzer parce que c'est un peu un cas rare dans ces post-mortem, c'est qu'on a déjà un coach viré. Alors au moment où on enregistre justement le post-mortem, Budenholzer, c'est très très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'analyses vis-à-vis de sa sortie sur le fait que bon, c'est un coach qui a beaucoup de succès en saison régulière, c'est un coach qui a gagné le titre il y a peu de temps. Je pense que nous, on est tous assez d'accord pour dire que c'est une sortie assez méritée. C'est déjà un coach qui est passé pas loin l'année du titre. Clairement, il saute dans la série contre les Nets. S'il perd contre les Nets, il saute. Et puis, ce manque d'adaptation de Bud, je pense que c'est le meilleur coach peut-être de saison régulière de la NBA, ou en tout cas pas loin. Mais alors sur les playoffs, le manque d'adaptation, ce qui moi je trouve pas forcément choquant, c'est qu'on a vu beaucoup de choses qu'on avait entreaperçues ces dernières années. Le fait est que cette année, tout a explosé en fait. Les problèmes en attaque, en fait, ça existe depuis tout le temps à Milwaukee. Enfin, les problèmes en attaque, c'est très souvent ce qui les amène à leur perte. En fin de match, en saison régulière, ça passe. En fin de match, en play-off, c'est une équipe qui a énormément de difficultés. Il y avait un très bon article de The Athletic sur ce point-là, où c'est une équipe qui dégringole toujours en termes d'efficacité offensive entre les play-offs et la saison régulière. C'est systématique sous Bud. Donc, pour moi, en fait, il fallait un changement suite à cette déconvenue-là. On va y revenir. L'effectif, ça sera compliqué. Budenholzer, 5 ans. 3 éliminations avant les finales de conf, alors que ça fait plus ou moins 5 ans que t'es contenders, ce qui est énorme. On va dire que tu y es depuis 2019, concrètement. Il y a plus d'excuses, en fait. Pour moi, c'est une sortie logique. Je vous laisse enchaîner, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette sortie, du coup, de ce renvoi de Mike Budenholzer? J'aimerais quand même, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Au niveau offensif, je trouve qu'il y a pourtant, Dieu sait que je fais des reproches à Budenholzer. Il y a aussi dans la construction du roster qui fait que ça rend compliqué, justement, que ce soit en play-off ou les fins de match serrés. Quand ton meilleur joueur, c'est Giannis, c'est qu'il n'a pas l'arme du pull-up, que le meilleur pour pull-up derrière, c'est Middleton, et on a vu à quel niveau est Middleton cette saison.
ça rend tout de suite compliqué d'organiser une attaque. Je trouve qu'il l'a plutôt bien fait avec ses armes, Bud, pour le coup. Moi, c'est plus le côté, justement, comme tu l'as dit, le côté ajustement, le côté Constant l'a bien dit. Le pire pour moi, c'est les minutes qu'il distribue. C'est pas possible, en fait, ce qu'il fait. C'est pas digne d'un coach qui veut aller loin en playoff. C'est pas possible. Donc, ce côté conservateur, tout ça, manque d'ajustement, c'est ce qui lui a permis justement aussi d'être fort en régulière, parce qu'en fait, il construit son équipe en régulière comme en playoff. Et en régulière, la façon dont il construit son équipe est hyper efficace. Tu as une défense, c'est difficile de faire plus élite que la défense de Milwaukee, construite autour de Giannis, qui se fait beaucoup moins doubler en saison régulière et qui peut dominer tout sur son passage et qui peut passer beaucoup de quatrième quart-temps à se reposer sur le banc. En plus, finalement, si il s'adaptait en playoff, ça serait bien, parce qu'en fait, il peut garder un Giannis plus frais et pouvoir enchaîner justement. Mais malheureusement, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un coach intelligent, un coach qui trouve des bonnes solutions sur certaines choses, n'arrive pas à faire ce pas en avant sur ce sujet en particulier. Ouais, ouais, ça joue quand même à pas grand chose hein, des destins NBA parce que si KD fait du 42 comme moi et pas du 56, Bud il est peut-être déjà parti. Ouais. Le destin des Nets aurait été tout autre d'ailleurs. Mais oui, bah je pense que tu disais que les Bucks étaient contenders depuis 2019, mais depuis l'arrivée de Mike Budenholzer en fait. C'est lui qui les a fait passer dans une autre dimension. Et il y a un point que je voudrais souligner, c'est que en fait ces Bucks, ils ont passé une saison régulière tranquille. Parce qu'ils avaient une défense élite, parce qu'ils avaient gagné Antetokounmpo, mais au premier bout d'adversité, ils se sont effondrés en fait. C'est quand ils se sont retrouvés dans la difficulté, dans l'adversité avec un adversaire qui avait du répondant, ils se sont effondrés. Et au niveau de Bud, effectivement, c'est un coach qui a atteint ses limites, qui avait déjà montré ses limites par le passé. Et au niveau de l'attaque, oui, on peut lui reprocher le fait que dans le clutch, ça devient vraiment très compliqué. Après, qui a été, enfin, pour regarder tous les meneurs ou tous les guards sous Budenholzer avec Giannis, qui est un guard élite au niveau du ball handling, qui est un initiateur d'élite. Les meneurs, sinon, c'est George Hill, c'est Jrue Holiday, c'est pas des guards élites qui sont capables de faire ou Eric Bledsoe, c'est pas des joueurs élites qui sont capables de faire du playmaking. Donc si tu reviens, effectivement, dans le clutch, ça revient à faire confiance à Giannis Antetokounmpo. On sait que c'est pas le joueur qui il a pas la théorie du jump shot. Si vous regardez le playoff 2021, il y a souvent Middleton qui est là dans le clutch pour mettre un ou deux jump shots très importants, notamment contre Brooklyn. Et à partir du moment où Middleton régresse de niveau, tu n'as plus cette possibilité. Mais cet effondrement dans les moments importants ou dans les matchs serrés, on l'avait déjà vu en saison régulière. J'ai le souvenir d'un match contre les Clippers où ils s'en sortent, mais vraiment de pas loin, alors qu'ils sont en train de paniquer. Tu as une possession où Giannis redonne la balle aux Clippers parce qu'il a peur que les Clippers fassent faute sur lui et l'envoient sur la ligne. Donc il y a vraiment ce panic mode qui peut être activé lors des matchs serrés, qu'on avait déjà vu par le passé du côté de Milwaukee. L'année 2021 est une exception parce qu'ils avaient tellement de marge qu'ils pouvaient combler les erreurs qu'ils pouvaient faire durant les matchs. Mais à partir du moment où tu as plus de marge parce que tu as Middleton moins bon et que tu n'as pas ce guard capable de se créer son tir, ça sanctionne. Et Bud est le premier à sortir et sa gestion des temps morts, il faut quand même en parler parce que quand tu prends pas de temps mort après le tir de Butler pour égaliser au Game 5, même s'il reste 4 dixièmes, surtout quand tu ne prends pas de temps mort sur la dernière possession de l'overtime du Game 5, quand tu as Giannis qui est par terre et quand c'est Grayson Allen qui doit prendre un tir, il y avait le décès de son frère, mais je pense que dans sa tête, il était déjà out part. C'est ça, moi c'est plus sur l'attaque, c'est vraiment la gestion des temps morts de fin de match en fait qui est déplorable. Il n'y a aucune capacité à... Bud il subit beaucoup le destin de certains matchs en fait. C'est quelque chose qu'on avait vu. Et deuxième chose, moi ça me permet de... Je vais pas faire du révisionnisme, mais la bulle des Bucks, j'avais eu beaucoup de mal à la comprendre. Et au vu de ce qui s'est passé ici, je trouve que la bulle prend une toute autre explication pour les Bucks en fait. C'est-à-dire que la bulle, c'était peut-être pas vraiment juste une implosion. Et globalement, toutes les équipes qui ont implosé dans la bulle, je vais pas refaire le tweet c'était les mêmes équipes 3 ans après, mais globalement les Clippers, etc. Vous voyez, enfin les implosions de la bulle ont du sens en fait avec un peu de retard. Moi, ce qui me choque aussi par rapport à Bud, c'est, je l'ai dit sur la gestion des temps morts, et oui, cette incapacité à se réinventer en fait. C'est-à-dire que oui, pour un peu te paraphraser, Amine, il construit la meilleure machine de saison régulière année après année. Il
il trouve un rôle absolument parfait pour Brook Lopez. Vous l'avez dit, candidat défenseur de l'année, etc. Mais il faut te réinventer sur les playoffs, en fait. Et par exemple, là, tu me demandes d'un coup, sur les 5 dernières années en playoffs, un changement tactique majeur de Budenholzer, je suis incapable de t'en donner un. Les finales, à partir du Game 3, où il change un peu son système. Tu vois, ça m'a... C'est tout, c'est tout. Hein. Mais voilà, c'est le seul truc d'adaptation. Mais alors que pourtant, il a l'effectif pour, alors peut-être pas en attaque, mais défensivement, il a l'effectif pour modifier les schémas. Mais ça, il l'a pas fait. Est-ce que, enfin, ça aussi, c'est lunaire. Mais en conférence de presse, quand Giannis, il est interrogé sur le fait qu'il n'a pas été mis on ball sur Jimmy Butler, fait oui, peut-être qu'on aurait dû le faire. Non, non, c'est pas peut-être. C'est Bud. Il y a un moment où c'est, alors déjà Giannis, on reviendra peut-être après sur le cas Giannis, mais il est suffisamment expérimenté pour prendre la décision de le faire. Mais ça doit partir de base du coach. De base du coach. Et après, si le coach est défaillant, la superstar peut peut-être intervenir. Mais c'est un principe qui doit venir du coach en premier lieu. Là où je suis, on va dire que je suis un fanboy. Là où je suis moins d'accord, c'est que le système est tellement éprouvé du côté des Bucks, ils jouent tout le temps comme ça. Donc sortir de ce confort-là dans un match coup près. Alors autant je suis d'accord, pour moi Giannis doit défendre sur Butler et globalement Giannis devrait plus défendre sur l'homme parfois, même si c'est un défenseur encore une fois en aide, c'est peut-être dans le top 3 de la NBA pour ce qui est de la défense en aide, il devrait être plus sur l'homme. Mais en fait, ils sont tellement dans un confort, et je pense que c'est un mauvais confort qui se sont créés dans le système Bud, avec Giannis, avec Lopez, etc. Encore une fois, c'est un système qui avait un petit peu changé, on en avait parlé, mais ils sont tellement dans ce confort-là que c'est difficile d'en changer du jour au lendemain. Alors bien évidemment, il y a une responsabilité. Les gars, si on avance en dehors du dossier Bud, se pose maintenant la question de où on est dans le projet Bucks. Parce que on a donc au bout de 5 ans plus de Mike Budenholzer. On va y revenir, on est sur une intersaison assez clé. Chris Middleton a une player option. Il y a aussi la question de l'avenir de Brook Lopez. Amine, on en est où dans le projet Bucks là? On est inquiet dans le projet Bucks. Parce que, bon, on a dit tout ce qu'on trouvait de problématique avec Budenholzer. N'empêche qu'il va falloir le remplacer. Et si tu arrives à trouver un coach qui sait s'ajuster et qui est moins conservateur justement que Bud, encore faut-il qu'il soit un aussi bon tacticien en quelque sorte que Bud en termes de l'organisation, notamment défensive. Disons que c'est un peu lui qui a façonné ce groupe. Donc, est-ce que quelqu'un va pouvoir reprendre un peu ses préceptes? Parce que j'ai du mal à imaginer quelque chose qui ne soit pas dans les mêmes préceptes que Bud a mis en place. Donc déjà, trouver un très bon coach qui fasse passer un palier à cette équipe des Bucks. Ensuite, il y a une situation financière qui est catastrophique. Middleton, comme tu l'as dit, il a sa player option à plus de 40 millions de dollars, donc il va la prendre, surtout après les blessures et compagnie. Tu penses qu'il va tester le marché, Constant? Moi, je pense Pour un contrat longue durée? Je pense que, enfin, sans trop m'avancer, sans vouloir te couper, je pense qu'il y a une possibilité que Chris Middleton ne prenne pas son option et qu'il signe un 90/3 du côté de Milwaukee, un plus long. Ouais. Parce que vu son niveau, suffit qu'il fasse une année supplémentaire de la saison qu'il a fait, enfin la courte saison puisqu'il a joué que 33 matchs. Je pense qu'il peut perdre encore 10 millions de plus d'une année sur l'autre. Du coup, bon, il y aura toujours de toute manière ce contrat, même s'il est plus faible de Middleton. T'as Brook Lopez à prolonger, il va falloir prolonger quoi qu'il arrive, et tu seras dans les sommets de la taxe, tu seras dans la repeater taxe, et à quel point les proprios en plus sont prêts à continuer à payer, ça c'est l'autre question que je me pose, et combien de temps Giannis va être si fidèle si tout de suite on ne revient pas à un niveau de performance important en playoff. Parce que là, c'est bien beau, il y a eu le titre en 2021 et j'ai aucun doute sur le fait que les Bucks seront très bons en régulière la saison prochaine. Néanmoins, si on est encore sur quelque chose de l'ordre de l'incident industriel la saison prochaine en playoff, la question va très sérieusement se poser, je pense. Rappelons du côté des Bucks que maintenant il y a la famille Haslem qui est du coup aussi du côté des Browns, donc niveau contrat douteux, ils sont déjà à bonne école. Alors les fans NFL auront la référence. Constant, on en est où? Moi je pense, je les ai pas tous faits, mais c'est au moins top 3 des franchises pour lesquelles c'est plus fascinant. Genre, on en est où avec les Bucks? Ouais, fascinant, mais le mot est pas positif. Hein.
Le Bucks, on est à un carrefour du projet. Là, c'est vraiment... déjà, il reste 2 ans de contrat à Giannis Antetokounmpo. C'est le premier point. Il reste 2 années de contrat à Giannis Antetokounmpo. Oui, il a une player option sur la 3e. On sait très bien qu'il va pas la prendre. Et on sait, avant, c'était plutôt 1 an de contrat restant. Là, au bout de 2 ans, l'horloge, elle fait déjà tic-tac. Donc, il va falloir renforcer Giannis Antetokounmpo. Et enfin, il va falloir renforcer les Bucks. Sachant qu'ils ont 7 free agents cet été, qu'avec l'extension de Brook Lopez. Brook Lopez est éligible jusqu'au 30 juin à peu près 55 millions sur 3 ans. L'extension, tu peux pas lui donner 4 ans à cause de la règle au-dessus des 38 ans, vu qu'il va avoir 35 ans. Si Youssouf Nourkic a pris 70 millions sur 4 ans, Brook Lopez va prendre 15 ou 16 millions la saison. Il y a le cas Chris Middleton qui a loupé plus de 60 matchs sur les 2 dernières saisons. C'est à peine 10 de moins que ce qu'il avait loupé sur ses 8 premières années à Milwaukee. Donc il y a la santé de Chris Middleton qui commence à rentrer en jeu. Sa production statistique est largement en déclin depuis 2 saisons. Sa player option à 40 millions, est-ce qu'il va la prendre, est-ce qu'il va pas la prendre? Qu'il la prenne ou pas, dans tous les cas, tu es obligé de le conserver. Parce que si tu laisses partir Chris Middleton, quel message t'envoie Giannis Antetokounmpo en disant ta star, qui pour moi n'a plus un niveau All-Star, mais qui est borderline All-Star, on n'a pas pu le garder. C'est à 2 ans de la fin de contrat, c'est impossible d'envoyer ce message-là. Le problème, c'est que le reste, c'est un chantier complet. Le joueur qui a le plus joué cette année pour les Bucks, c'est Jevon Carter, en nombre de matchs. Nombre de matchs, c'est Jevon Carter. Ils n'ont pas les bird rights dessus. Il y a une player option à 2,2 millions. Il va partir aussi sec. Il y a la catastrophe, parce que je m'en voudrais de pas le mentionner, la catastrophe Jay Crowder. Non, mais parce qu'on parle d'accident industriel, mais ça, c'est l'un des plus gros accidents industriels. C'est tu as payé 5 firsts pour ne pas le faire jouer et pour ne pas renforcer tes concurrents. C'est une catastrophe. Et après, le reste, il y a la prolongation de Brook Lopez. Donc, en fait, quand on additionne tous les contrats, ils vont être... Alors déjà, les Bucks ont payé plus de 136 millions de luxury tax ces dernières années. Ça fait déjà une belle enveloppe. Là, ils vont peut-être être, en fonction des prolongations, au niveau de la 2e apron avec le nouveau CBA de la luxury tax. Donc, ils n'auront même pas le moyen de se renforcer avec une moitié de mid-level ou une tax player mid-level exception. Donc, ça va être du minimum vétéran avec un groupe qui vieillit. Tu perds ton banc, tu as les questions sur le niveau de Middleton, tu as Brook Lopez à prolonger, tu as beaucoup d'interrogations pour une équipe qui va certainement payer très cher en luxury tax. Précisons pour Jay Crowder, c'est 5 second tour. Parce que 5 first pour Jay Crowder, je pense que là... c'est 5 second tour. Mais justement, tiens, ça me permet de rebondir. Ils n'ont pas d'asset, en fait, pour s'améliorer. Le prochain first qu'ils peuvent envoyer, c'est 2029, si je ne dis pas de bêtises, puisque toujours dans le deal de Jrue Holiday, il y a des firsts qui partent du côté de New Orleans, il y a des swaps. Ils peuvent pas s'améliorer. Ils vont être obligés soit de faire avec des minimums vétérans, soit de rester avec le corps actuel et espérer que le nouveau coach... qui sera en place va faire franchir un palier avec les mêmes gars. Mais il y a des joueurs qui étaient Jevon Carter, voilà, je reviens, il a fait une très bonne saison du côté de Milwaukee, il reviendra pas. Il va falloir le remplacer avec un minimum vet. Bonne chance. Sachant qu'ils n'ont pas de pick de draft cette année, hormis le dernier du second tour. Ouais, par rapport à la draft, les gars, c'est surtout sur l'échec industriel de cette équipe sur les 10 dernières années, en fait. C'est parce que il y a un moment que Giannis reste jeune, globalement. Enfin, il est dans son prime. Disons qu'il est dans son prime actuellement. Et on peut aussi m'expliquer le fait que Middleton, les deux ont grandi ensemble, si on veut, à Milwaukee. Il n'empêche, c'est une équipe qui a pas su profiter du moment avant celui où elle était vraiment contender pour obtenir des jeunes joueurs pas cher, qui aurait pu d'ici là partir, parce que maintenant on est année 4-5 du fait que de la contention, donc effectivement c'est un peu compliqué de garder les mêmes joueurs, mais il n'y a pas eu cet investissement sur la draft et ils ont été complètement dépendants très rapidement du rendement de trade, et il y a des échecs dernièrement, notamment Jay Crowder, et ils ont été aussi très vite dépendants de vétérans, et c'est là où il y a un décalage ultra intéressant ou même qui devrait être effrayant pour les Bucks, c'est que leur joueur est dans son prime, mais tout le reste de l'équipe est déjà sur la pente descendante. Première chose. Deuxième chose par rapport à cet effectif des Bucks, vous avez très bien dit les gars, il y a des problèmes pour le renforcer. Moi, ce qui m'inquiète sur cet effectif des Bucks, c'est qu'en fait, il y a à la place des Bucks, il n'y a pas de solution à court terme pour le renforcer de manière significative. Donc tu vas peut-être partir sur le même. Partir sur le même, c'est augmenter petit à petit les chances d'une demande de trade ou d'un départ de Giannis, en fait.
Parce que sans possibilité de l'améliorer de manière significative, tu te rapproches ou tu as la possibilité de reconnaître les mêmes erreurs, en tout cas de revivre encore une fois les mêmes campagnes de playoffs compliquées. Et Giannis, c'est pas pour la vie. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète de leur côté, parce que les théories sur les trades de Middleton, le CBA fait que c'est ultra compliqué, faudrait le re-signer pour pouvoir l'échanger avant décembre, c'est très compliqué. Et tu vas pas l'échanger en décembre, ça n'aurait aucun sens. Donc, bonne chance. J'avais lu ça pour le re-signer à 127 millions sur 3 ans. Qui voudra de Middleton à 40 millions l'année? Non, ça Personne. n'existe pas. Personne n'en voudra. Donc, t'es obligé de faire la même chose. Et moi, ce qui m'inquiète, les gars, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on est en stand-by sur 1 an, en fait, chez les Bucks. Mais en stand-by forcé, ils peuvent pas améliorer l'effectif. Et même si vous regardez l'effectif en soi, est-ce que c'est un effectif que tu as envie d'améliorer? Tu te dis, Brook Lopez, bon, il a eu des problèmes de dos, mais il fait une saison calibre 10 points. Bobby Portis, qui lui, pour le coup, a 27 ans, c'est peut-être le meilleur backup pivot de la ligue. Grayson Allen, qui paye une bouchée de pain, il paye moins de 8 millions. Grayson Allen, bon joueur aussi. Il s'est bien développé du côté de Milwaukee. Tu as Giannis Antetokounmpo, qui reste Giannis. Tu as Jrue Holiday, qui a été All-Star l'an dernier. La problématique, c'est Chris Middleton. C'est le niveau de Chris Middleton et le coaching. Parce qu'on va pas me faire croire que, oui, cet effectif des Bucks a des trous, mais comme tous les effectifs actuellement en NBA, on va pas me faire croire qu'avec un effectif comme ça, ces Bucks ne peuvent pas au moins être finalistes de conf. C'est pas possible. Pas possible. Hormis chute drastique de niveau. Tu prends l'effectif de cette année, là il y a l'accident du hit, mais c'est un effectif de champion NBA. Ouais, j'allais dire un peu la même chose justement, c'est que on juge un peu fort justement parce que il y a l'énorme déception de ce tour de playoff, mais on est sur un effectif. Si on garde à peu près tout le monde, ils pourront pas garder tout le monde comme l'a dit Constant. Des gars comme Jevon Carter vont forcément partir. Mais si on garde à peu près tout le monde, on est sur un roster construit quand même pour aller au titre. Je trouve que là où ailleurs parfois, je pense aux Cavs qu'on a fait, où on disait l'une des seules variables d'ajustement, c'était de changer de coach. Ils l'ont pas fait et du coup ils sont un peu embêtés maintenant. Les Bucks l'ont fait et c'est une vraie variable d'ajustement mine de rien. C'est-à-dire que si on garde un peu le même roster, que avec un peu de chance justement Middleton retrouve des couleurs. Je demande pas à ce qu'il soit le même joueur qui a 2 ans quand il remporte le titre, mais qui reprennent des couleurs et qui sont un joueur très utile et que ce soit coaché différemment avec des meilleurs ajustements playoff et tout, ça reste une équipe qui peut jouer son va-tout un petit peu sur cette année 2024 mais qui ne devra pas se manquer. En fait, c'est ça. C'est cette année 2024, elle est charnière et il faudra pas du tout se manquer. Déjà, il faudra pas se manquer sur le choix du coach parce qu'on a vu quand même dans la longue liste qui a été réduite récemment des interviewés, des choses assez incroyables, notamment Mark Jackson, pour ne pas le citer. Non, mais ce qui est incroyable, excuse-moi, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont Charles Lee, qui est l'un des assistants les plus courtisés. Pas de promotion, rien du tout. Non, on va interviewer Mark Jackson. Voilà, la shortlist est déjà plus rassurante puisque c'est Nick Nurse, Adrian Griffin et Kenny Atkinson, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, d'où tu vas pas interviewer Monty Williams, bref. Il était peut-être pas dispo à ce moment-là, mais c'est sûr que je me pose des questions en me disant, mais d'où tu vas interviewer Mark Jackson en 2023, quoi. Même si c'est juste une interview, je me dis quel est le but, quoi. C'est comme les Raptors qui interviewent Steve Nash, je me dis mais d'où mais voilà, au niveau du coach, je sais que Ben va sauter un peu, mais je pense qu'un Nick Nurse, pour moi, pourrait être une bonne option pour ces Bucks. Alors oui, on sait, il y a des bruits de couloir c'est même plus des bruits de couloir, c'est quasiment public que Nick Nurse, en termes de gestion des hommes, c'est pas forcément le meilleur. En tout cas, relation vis-à-vis des joueurs, c'est pas forcément le meilleur. J'attends de voir dans un autre contexte que celui de Toronto, il y a quand même 2-3 têtes brûlées, sans vouloir dire que c'est que de la faute des joueurs, mais il y a 2-3 têtes brûlées à Toronto, il y a 2-3 têtes brûlées aussi à Milwaukee. Mais Nick Nurse, c'est un coach qui, dans le passé, a montré des ajustements en play-off, a su prouver qu'il avait un plan B, notamment contre Budenholzer en 2019. Pour moi, ça peut être le coach qu'il leur faut. Je suis assez d'accord. Je pense même que c'est le coach qu'il faut pour beaucoup d'équipes à la recherche de coach actuellement. J'en citerai pas pour ne pas empiéter sur un prochain post-mortem. Néanmoins, tout ça pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait,
c'est que il va falloir justement ne pas se tromper cette année pour ne pas hypothéquer l'avenir futur, parce que en revanche, on est dans cette idée aussi que si ça marche pas, si justement l'Arlésienne qui fait très peur aux Bucks, Yanis décide de partir, ça sent très mauvais parce que derrière c'est le chantier total. T'as plus comme tout à l'heure tu te disais Constant, je crois que c'est sur les 4 prochaines années que tu as soit ton pick à New Orleans, soit tu es en swap, donc tu as intérêt à être meilleur qu'eux. Et ensuite, du coup, si tu te retrouves sans Yanis, avec un effectif qui a été construit pour le mettre en valeur, en fait. C'est-à-dire que c'est un roster. Si c'est pas Yanis la star autour de ce roster, ce roster, il n'y a pas de sens pour moi. Donc, ça rend toutes les choses compliquées. Et c'est des questions, c'est ce que je me dis aussi, c'est des questions qu'on se pose finalement beaucoup dans ces post-mortem, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une ère de beaucoup d'équipes qui mettent leur va-tout et qui se retrouvent dans la situation ensuite de voir très peu d'ajustements possibles pour pouvoir s'améliorer, parce que à la fin de la saison, il y a très peu d'équipes qui sont vraiment contentes de leur saison, comme on a pu le remarquer, et qui se retrouvent dans cette situation où tes pics ne sont plus là, t'as plus de marge salariale. Tu fais avec les moyens du bord et tu es obligé de gérer. Je trouve que les Bucks, déjà en ayant décidé cette année de se séparer de Budenholzer, alors que c'est quand même le coach du titre, c'est quand même un choix courageux et qu'il fallait faire et qui, eux, n'ont pas hésité à le faire. Je rajouterais peut-être, alors, Nick Nurse, au-delà des problèmes personnel du mec, c'est plutôt moi je veux un coach plutôt à fibre offensive pour ces Bucks. Pour moi le problème des Bucks c'est plutôt l'attaque, notamment en fin de match. Alors je pense que comme on l'a déjà dit, il y a des limitations d'effectifs, parce que quand ton meilleur initiateur, c'est compliqué quand on vient de sortir des Nuggets et on parle du meilleur initiateur du côté des Bucks, ça fait mal. Mais il y a pas assez de pull-up, excusez-moi, il y a pas assez de pull-up dans cette équipe. Et moi, ce qui me pose plus question vis-à-vis de l'embauche de Nurse, c'est que Nurse, c'est pas un coach super inspiré au niveau des schémas offensifs, en fait. Alors oui, du côté de Toronto, il est pas aidé par, encore une fois, le personnel. Mais moi, ça me pose question. Et puis, vis-à-vis je suis obligé de mettre un petit commentaire, vis-à-vis de la gestion dans une année qui sera complètement charnière, parce que l'année prochaine des Bucks, elle est charnière. T'es peut-être à 24 mois d'un départ de Giannis. Enfin, c'est une possibilité. Mettre ça dans les mains d'un coach où il y a des bruits de couloir, moi, je serais un petit peu sceptique. Mais du coup, les gars, si on se projette, parce qu'on essaie de respecter nos questions, mais là, c'est une intersaison tellement particulière du côté des Bucks que c'est un peu compliqué à respecter. C'est juste c'est l'intersaison de l'attente. J'essaie de trouver la meilleure manière de la désigner, mais c'est l'intersaison de l'attente ou du changement à la marche. Tu l'as très bien dit, Amine. Quand tu n'as pas de possibilité de pick ou de joueur, c'est très souvent ton coach qui saute. Ils ont activé le bouton coach. Donc là, on repart avec les 4 joueurs majeurs, tout simplement. C'est la saison Carrefour. De toute façon, ils sont à la croisée des chemins. Ils peuvent partir d'un côté où ils redominent, ou ils peuvent partir. Les deux scénarios existent. Ils peuvent être champions dans 12 mois, et dans 12 mois, il y a Giannis qui peut demander son trade. Quand même pas oublier, Giannis, il va entamer sa 10e saison à Milwaukee. Ça fait longtemps qu'il est à Milwaukee. Les joueurs ne font plus toute leur carrière dans la même franchise, même si tu as un joueur qui s'autoproclame loyal, surtout à 2 ans de contrat, à 2 ans de la fin de son contrat. La problématique, c'est que on en avait parlé avec Tom et Gabin, je crois, il y a de ça quelques mois, c'est que on est en train de se rendre compte de ce que ça coûte d'être contender, que ce soit au niveau des assets, que ce soit au niveau de la luxury tax. Et à partir du moment où tu fais cet investissement pour être contender, tu ne peux plus t'en retourner. Tu es obligé de faire ce que tu veux. Et en plus, le nouveau CBA est encore plus pénalisant parce qu'il te permet encore moins de t'en retourner et de t'ajuster si tu n'as pas tes pics de draft. Justement, avec le nouveau CBA, tu as plutôt envie de les garder, tes pics. Donc, ils vont être obligés de faire avec ce qu'ils ont. Et j'ai envie de dire, quelle équipe vraiment contender est capable de changer de physionomie au cours d'un été? Ils sont tous dans la même situation parce que la plupart ont envoyé leur first. Il y a peut-être Golden State qui a encore des firsts qu'on peut vraiment considérer comme un contender, mais je viens de faire les Clippers, ils sont dans la même situation. Quand on va évoquer le cas de Philadelphie, le cas de Phoenix, ils vont être dans la même situation. C'est le propre de tous les contenders, c'est que tu investis tellement que tu es obligé de faire avec ce que tu as et tu peux pas t'en retourner, changer drastiquement de philosophie.
ce qui se matérialise de plus en plus, c'est que tu n'as même pas besoin d'être contender pour agir comme ça, de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que même si tu descends en dessous, on a parlé des Cavs récemment, qu'on peut pas qualifier clairement de contender, ils sont dans cette situation aujourd'hui. Je parle pas encore plus d'autres post-mortem qu'on a fait récemment, comme les Wolves, comme les Hawks, qui sont dans des situations encore plus compliquées en termes d'ajustement possible. Néanmoins, justement, les Bucks, à la limite, c'est pas pour rien dans deux sens. C'est-à-dire que ils ont été champions. Donc au moins ils ont validé quelque chose grâce à ce qu'ils ont voulu faire. Et en plus, ils sont toujours contenders. Donc il faut juste trouver la bonne formule pour retourner en finale NBA, aller chercher ce titre, si possible. Mais quoi qu'il arrive, ils l'ont déjà eu. Et s'il faut redémarrer à zéro, n'empêche que le titre sera toujours là pour valider ce projet. C'est là où ils perdent le plus d'assets, c'est quand ils vont chercher Jrue Holiday justement. Jrue Holiday, il est capital dans le titre des Bucks, il y a rien à dire là-dessus. Donc ils ont fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu en payes les conséquences et il faut s'ajuster le mieux possible pour essayer de reproduire la situation. Comme Constant le disait récemment, on aura donc un 5e champion NBA dans une année consécutive qui ne sera pas le même, aucun back-to-back sur ces 5 dernières années en fait, et c'est la preuve que un titre dans cette période est déjà un titre important finalement. Je pense que vas-y Constant. Non, pour moi, la vraie erreur des Bucks, à partir du moment où ils ont été champions, c'est qu'ils sont pas dépossédés, mais ils se sont affaiblis sur les ailes pour ajouter de la présence intérieure. Le départ de PJ Tucker, c'est une catastrophe. PJ Tucker qui part à Miami, c'est le premier point où tu te dis bon, est-ce qu'il a été capital? Et après, ils font que des ratés entre Serge Ibaka et Jay Crowder. Les rares assets que tu avais de disponibles, où tu pouvais te dire bon, on va les utiliser pour améliorer notre effectif, se sont avérés être des échecs. Donc à partir de là, tu peux plus rien faire. Là où je pense que je suis pas en désaccord avec vous, c'est peut-être sur deux choses. D'abord, le bilan global de Budenholzer, en tout cas des Bucks sur les 5 dernières années, il est beaucoup plus mitigé de mon côté en fait, parce que là où je pense que vous avez raison d'insister sur le titre, moi j'ai envie d'insister sur les 3 fois où tu n'arrives pas en finale de conf en fait, et sur les 3 fois où tu fais des campagnes de playoffs que je dirais décevantes. Première chose. Deuxième chose, je pense d'aucuns diraient que je l'espère. Je pense qu'on n'est pas du tout au même niveau d'inquiétude sur la possibilité d'un départ de Giannis. Moi, c'est pas un truc que j'exclus pour dans un an. Et si, en tant que franchise, mais là, c'est même pas le bilan de 2022-2023, en fait. C'est même l'état de la franchise. Si t'es à un an de perdre peut-être le meilleur joueur de ta franchise sur les 40 dernières années, c'est catastrophique. Donc, c'est pour ça que je serais beaucoup plus inquiet sur le bilan de la saison. Alors, on est d'accord, ils n'ont pas de possibilité de changer, etc. Ça, c'est le constat a été fait, c'est implacable. Mais je suis beaucoup plus inquiet que vous, je pense, sur cet aspect-là. Parce que pour moi, il y a un monde où Giannis, il part dans 12 mois. Tu l'as très bien dit, Amine, s'il part dans 12 mois, c'est terminé. Enfin, c'est tout. Comme pour plein de franchises. Enfin, il y a un moment, à partir de... Ouais, mais la différence, c'est que Giannis est pas dans la même timeline, grosse guillemets, que le reste de l'effectif. C'est unique. Ça existe nulle part. D'accord, le seul joueur de moins de 25 ans de l'effectif, c'est Marjon Beauchamp qu'ils ont drafté l'an dernier. C'est le seul joueur de moins de 25 ans. Grande réussite encore. Oui, bah, on va pas parler de Thon Maker, on va pas parler, enfin voilà. Tu parlais du trade, je pense que voilà, bon, même si il est pas capital, mais Malcolm Brogdon aussi, c'est un échec du côté d'Indiana, alors que c'est eux qui l'ont drafté à la base. Mais effectivement, en moyenne d'âge, c'est l'effectif le plus vieux de la ligue, de toute façon. Chris Middleton est vieillissant, Jrue Holiday est vieillissant, Brook Lopez aussi. Effectivement, tu as un joueur de 28 ans, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le Giannis qui part, est-ce que c'est pas un schéma qui est inévitable en fait quand tu vois le roster, c'est ce que j'allais dire. Quand tu vois le fait qu'ils peuvent pas progresser avec leur first round, quand tu vois le roster vieillissant, dans 3 ans, Brook Lopez aura 38 ans, Chris Middleton aura 35 ans, Jrue Holiday aura 37 ans. Pour moi, c'est inévitable. À moins qu'ils soient loyaux et qu'ils trouvent une pirouette pour retomber sur leurs pattes, avec le vieillissement de l'effectif et le fait qu'ils n'ont pas d'assets, pour moi, c'est inévitable un départ de Giannis. Peut-être pas dans un an, mais d'ici 2-3 ans, parce que le cycle va arriver à son bout de manière naturelle. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que t'es condamné
disons que si j'ai envie de dire, si par un miracle, il finit et fait toute sa carrière à Milwaukee, super, c'est magnifique. Mais je pense que tu es plus préparé à ce qu'il finisse par partir que qu'il finisse sa carrière, malgré soit sa loyauté, malgré tout ce qu'il peut dire et tout. On est dans une franchise comme Milwaukee qui aura réussi à gagner un titre avec Kareem Abdul-Jabbar et un titre au moins avec Giannis Antetokounmpo. Et quelque part, j'ai presque envie de dire que parce que c'est Milwaukee et que c'est une franchise où c'est pas facile justement de se hisser à ce niveau, c'est déjà une réussite, même si ça t'emmène dans des années de galère profonde derrière. Et s'il doit y avoir des années de galère profonde, effectivement, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que tu as dit, Ben. Effectivement, si c'est dans 12 mois que Giannis demande son trade, il va y avoir des années très difficiles. Les années qui vont suivre son départ risquent d'être très, très difficiles. Maintenant, si c'est un peu plus dans 2 ans, dans 3 ans, là, il y aura un peu plus le temps de se retourner. On va pas se griller parce qu'il faut pas qu'on répète tout ce qu'on se dit en off, mais l'été 2024. L'avantage de faire tous les post-mortem, enfin, beaucoup de post-mortem, c'est qu'à un moment, on commence à avoir des espèces d'idées qui se rejoignent, et il y en a une, c'est l'été 2024. C'est pour ça qu'on a invité certaines franchises que vous allez écouter, parce que bien évidemment, tous les épisodes sont enregistrés dans l'ordre de sortie, à ne pas investir de manière totalement déraisonnée sur 2023, parce que 2024 a l'air d'être peut-être un léger tournant. Eh bien, je fais un point d'honneur à ne pas prendre plus de temps que celui des Clippers, les gars, pour dire ensuite à Constant, Tom et Adrien, les gars, vous prenez du temps quand même. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un dernier mot sur les Bucks, les gars? Juste un petit dernier, c'est que si jamais on est dans l'éventualité où Giannis Antetokounmpo est échangé, il ne sera pas échangé contre 2 seconds tours. Je veux bien que ce soit des années noires, mais tu vas quand même avoir une monnaie d'échange. Si tu as Giannis Antetokounmpo qui est disponible, la monnaie d'échange va quand même être pas si dégueu. Surtout que c'est ce que je disais aussi en off à Ben juste avant le podcast, c'est que moi je crois quand même vachement qu'il va prendre sa fameuse extension aux Bucks et que son départ il se fera pas à la free agency, il se fera plutôt via un trade. Vu ce qui se fait régulièrement de plus en plus, quoi. Voilà. J'attends cet épisode avec impatience, si ça arrive. Rien de personnel contre les Bucks, c'est juste, j'ai envie de voir Giannis dans un nouvel environnement. Je sens que cette information sera très appréciée par les fans des Bucks. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, mais également sur YouTube et sur Twitter. Place au second tour, les gars. On referme le chapitre des post-mortem du second tour. On va entamer celui des post-mortem on termine le premier, on entame le second avec les Knicks. Alors là, changement d'ambiance, parce que ça sera positif, hein. Et ça, c'est assez rare pour être noté. D'ici là, profitez bien des matchs NBA. Il y a quand même de fortes chances pour qu'au moment où on enregistre cet épisode, il n'y ait plus de match. Donc, on attend les finales. Donc, il y a déjà un qualifié au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, il y a déjà un qualifié. Et le deuxième a 9 orteils en finale NBA. Ouais, puis vu ce qu'on a vu, les attitudes à Boston, c'était pas ouf, quoi. Donc, peut-être que vous attendez les finales NBA à ce moment-là. En tout cas, on vous souhaite de bonnes finales, si c'est le cas. Et puis, on se retrouve très vite. Salut. Salut. Ciao.